suffit d'être sur le bord d'un quai, sur un rocher. Ça peut se faire dans une mare aussi, dans un petit lac. Voilà. Donc là déjà on peut voir qu'il y a de la matière organique en suspension. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur quand on regarde une goutte d'eau et de se dire ah c'est tout ça que j'avale, mais c'est pas bon, c'est des microbes. Non, c'est pas des microbes, c'est des éléments vivants, c'est des poissons, des coquillages et des crustacés. L'histoire du plancton commence il y a longtemps, très longtemps. Il faut revenir 3,5 milliards d'années en arrière pour voir la vie apparaître dans l'eau avec les bactéries. On les nomme anaérobies car elles peuvent se passer d'oxygène. Aboutissement de multiples mutations, l'une de ces bactéries anaérobies se perfectionne et contient désormais une nouvelle molécule, la chlorophylle. La première algue microscopique est née. Elle utilise la chlorophylle pour transformer l'énergie de la lumière en matière végétale. Ainsi, grâce à un processus de photosynthèse, cette microalgue produit l'oxygène qui révolutionnera la planète. L'algue bleue est donc la base sur laquelle se construira la pyramide des espèces végétales et animales. Ainsi commence l'histoire du plancton. De nos jours, le plancton se trouve partout, dans les eaux salées, douces ou saumâtres. Il se compose d'organismes végétaux ou animaux, phyto ou zoos, généralement minuscules qui sont ballottés au gré des flots. Même s'ils sont capables de mouvements limités, ils ne peuvent se déplacer à contre-courant. Le zooplancton est temporaire lorsqu'il s'agit d'animaux en devenir, comme ces larves de méduses ou de crabes, ou permanent, comme ces mini-crustacés, les copépodes, qui ne grandiront jamais plus. Le zooplancton joue un rôle essentiel parce ce sont les animaux qui font passer du monde végétal, planctonique, au monde animal des poissons et des crustacés. Et sans le zooplancton, les copépodes en particulier, qui jouent un rôle très important dans la chaîne alimentaire, la vie des poissons serait quand même difficile. Présent sur toutes les mers du monde, le plancton regroupe des milliers d'espèces. Sa diversité est source d'équilibre écologique des océans. Pourquoi la biodiversité du plancton est importante? Plus vous avez une communauté phytoplanctonique diversifiée, plus cette communauté va être capable de produire de la biomasse, des lipides qui vont pouvoir être transférés vers les maillons trophiques supérieurs. À l'échelle de notre planète, le rôle du phytoplancton dans les échanges atmosphère-océan est essentiel. Les algues microscopiques, présentes dans les eaux marines de surface, fixent du dioxyde de carbone par photosynthèse. Ensuite, lorsque les algues meurent, la matière organique sédimente en profondeur. Cette pompe biologique permet donc le transfert du gaz carbonique atmosphérique vers l'océan profond via le cycle du carbone. Le phytoplancton en particulier fixe à peu près autant de carbone annuellement que l'ensemble de la biosphère végétale terrestre. Bien connaître les répartitions des planctons, qu'ils soient phyto ou zoos, et leur fonctionnement est essentiel. Chaque jour, les scientifiques mettent au point de nouveaux moyens pour observer et comprendre l'océan dans toutes ses dimensions. Par exemple, l'océan austral et ses eaux froides est particulièrement favorable au développement planctonique.
quand on rentre dans les océans du Sud et puis après quand on y passe, il y a une grosse houle qui est permanente. Par contre, comme on est très bas sur l'eau et puis que dans ces endroits-là il fait souvent pas beau ou très venté, donc l'eau elle passe sur le pont. Donc, et puis tout ce qui est présent dans l'eau finit par être piégé par les sacs à bout, par tout ce qui peut filtrer. C'est comme si le bateau fait épuisette, quoi. Et puis là on a du krill partout, quoi. Regroupés en essaims immenses et grouillants, ces crevettes pélagiques se nourrissent directement de phytoplancton. Représentant plus de 500 millions de tonnes de matière vivante, la masse du krill surpasse probablement celle de tous les humains réunis. D'autres régions sont remarquables, avec des eaux particulièrement productives. À l'origine de cette richesse biologique, le phénomène d'upwelling. De forts vents côtiers combinés au relief sous-marin poussent les eaux chaudes de surface loin des côtes, faisant ainsi remonter des profondeurs des eaux froides riches en éléments nutritifs. Ce courant océanique froid favorise le développement d'une production planctonique très importante. C'est là que des millions de tonnes de poissons pélagiques, pour l'essentiel des sardines et des anchois, mais aussi d'autres prédateurs, trouvent leur nourriture. D'une façon générale, on trouve une grande richesse et une grande diversité de plancton dans les zones côtières grâce au mélange des eaux marines et continentales. La qualité du plancton dans nos estuaires dépend de la qualité du vivant des sols, grâce justement à ces micro-organismes qui vont digérer dans les sols tous les éléments nutritifs et qui vont transmettre ça par l'érosion. Et on peut dire donc que la terre nourrit la mer. Dans ces zones côtières, dans les baies ou les estuaires, les hommes mettent à profit cette richesse naturelle en phytoplancton pour développer des activités d'aquaculture, par exemple. Les marais, qu'ils soient sauvages ou apprivoisés par l'homme, comme ces marais salants, sont des lieux remarquables où la terre communique avec la mer. Le paludier observe la couleur de ses œillets mais ne voit pas forcément l'empreinte de ces micro-algues qui feront la qualité de son sel. Le plancton est l'acteur de cette extraordinaire palette de couleurs. À la fin de l'été, la saison du sel se termine et le paludier rend à la mer l'eau de ses œillets. Quand cette mer repart, c'est le bonheur de la nature, c'est le bonheur des poissons qui vont pouvoir se reproduire et se nourrir. On est dans une chaîne et écologique et économique. Autre lieu, autre tradition, loin des eaux marines, au cœur du continent africain, un plancton végétal est connu et exploité depuis des millénaires. Les eaux douces du lac, enrichies par les apports en nutriments, favorisent le développement de la spiruline. Tamisée, puis séchée, cette microalgue riche en protéines et en oméga 3 est un complément alimentaire essentiel pour les populations locales. Nous sommes obligés de puiser dans notre alimentation végétale ces oméga 3 dont nous avons absolument besoin et que nous sommes incapables de fabriquer. De nombreux végétaux terrestres synthétisent des oméga 3 avec plus ou moins de succès. Le phytoplancton marin est particulièrement efficace. Le plancton, c'est une algue, c'est un végétal, et sous l'action du soleil, de la photosynthèse, c'est ce plancton qui va être capable de fabriquer ces oméga 3, et en consommant soit directement, soit indirectement ce plancton,
nous allons nous enrichir dans les oméga 3 dont nous avons fondamentalement besoin. Consommation directe, c'est utiliser le plancton sous forme d'ingrédients, de salades, de tout ce que l'on veut, c'est-à-dire de plats cuisinés. Consommation indirecte, c'est la chaîne alimentaire et c'est par cette chaîne alimentaire que nous nous approvisionnons en oméga 3.